100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Je reçois Madame Danielle Boni-Clavry, présidente de l'URD, entendez, Union républicaine pour la démocratie. Madame Danielle Boni-Clavry, bonjour. Bonjour, Angèle Herman. Merci. Vous êtes également ancienne ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire. Je dois préciser aussi que votre parti est un parti de l'opposition et membre de l'autre coalition, l'Alliance des forces démocratiques. Alors, Madame Boni-Clavry, j'évoquerai avec vous les conditions générales de l'organisation de la prochaine présidentielle. Nous évoquerons également la question de son report ou pas, eu égard à certaines dispositions de la Constitution ivoirienne. Et enfin, nous parlerons de l'alliance à laquelle appartient votre parti. Et bien évidemment, nous parlerons également de l'URD, votre parti politique. Mais avant, nous sommes allés dans la rue et nous avons demandé un peu aux Ivoiriens ce qu'ils savaient de vous, ce qu'ils pensent de votre action politique. Je vous propose un magnéto dans lequel ils répondent à toutes ces questions-là. Et puis, on va enclencher nos échanges à proprement parler. On écoute. Oui, je connais bien Danielle Boni-Clavry. J'ai déjà entendu ce nom, mais je ne l'ai jamais vu et je ne le connais pas. Elle a été ministre, c'est ce que j'en sais, elle était très jeune. Moi, je ne la connais pas, sincèrement. Elle fut ministre. Oui, ancien ministre de la Communication et présidente de l'URD. D'abord directeur de la télévision ivoirienne à le temps de Fouet-Boigny, de Koubouna Bédier, un truc comme ça. Et tout récemment, elle était ministre sous Gbagbo. Maintenant, elle est devenue une opposante vis-à-vis du pouvoir en place. Je la connais il y a longtemps. Elle est bien, elle est pas mal. Elle a un parti politique qu'elle gère bien. Et c'est une femme qui dit tout, hein. Elle ne cache rien. C'est un bon acteur politique. Moi, je ne la vois pas comme quelqu'un d'engagé. Je la vois plutôt comme des personnes qui s'inscrivent dans la logique de leurs amis pour les accompagner. Nous, on la soutient dans l'esprit. Parce que, vu sa position, sa vie politique, ça même nous expliquer quelque chose. Bon, ça elle peut quand même nous enlever de ce que nous avons vu, nous devons vivre. Donc moi, je suis prêt pour elle. Je suis prêt pour la voter. Dans les élections 2010, elle aurait pu se présenter. Bon, si une dame veut vraiment diriger le pays, la Côte d'Ivoire, elle est la bienvenue. On l'accueille les bras ouverts parce qu'on a eu plusieurs hommes diriger le pays. Pourquoi pas une femme? 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Voilà, Madame Danielle Boni-Clavry, vous avez écouté ce que disent les Ivoiriens de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je trouve ça très gentil et surtout, je remarque que j'ai déjà un électeur qui votera pour moi. Donc, c'est encourageant. Alors, je dois vous demander, est-ce que l'URD, finalement, aura un candidat à la prochaine présidentielle? Alors, je vous répondrai, pas totalement d'une façon directe, mais je voudrais quand même souligner que la désignation par mon parti de ma personne pour être candidate aux prochaines élections manifeste le profond désir des militants de voir leur parti, leur présidente, pouvoir se frotter parce que ça sera quand même une possibilité donnée à chaque parti qui veut présenter un candidat de mesurer son poids politique. Et je crois que c'est tout de même important. Et puis, comprenez que les militants de l'URD ne sont pas complètement ignorants ni de la loi ni de la Constitution. Et si ils ont tenu à véritablement aller jusqu'au bout de leur engagement pour que leur présidente soit candidate, c'est parce que nous voulions à nouveau attirer l'attention sur ce fameux article 35 qui touche le président de la République, mais qui touche également beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de citoyens, puisque vous savez que la particularité de cet article, c'est de catégoriser les Ivoiriens en deux types
de personnes, à savoir ceux qui sont, comme on le disait à l'époque, les multiséculaires ou les authentiques, et puis nous, qu'on considérait un petit peu comme les étrangers, les fameux « ou ». Donc j'ai voulu, avec mon parti, attirer l'attention sur ce problème-là, d'autant que, et je précède un peu vos éventuelles questions, parce que j'ai entendu dire que ma conférence de presse avait soulevé des problèmes inopportuns ou qui ne se justifiaient pas et qui pouvaient même être considérés comme impertinents. Moi, je pense que nous avons voulu alimenter le débat démocratique et permettre aux uns et aux autres de s'exprimer, d'autant que, rappelez-vous, la démission du président du Conseil constitutionnel ne remonte pas à très longtemps, puisque c'est au mois de février et qu'il a présenté sa démission, et que même si officiellement aucune raison n'a été avancée, nous savons tout de même que cela concerne l'article 35. Donc je pense que c'est vraiment le moment de pouvoir en parler, et nous n'avons pas du tout le sentiment d'un crime de lèse-majesté, parce que nous évoquons cet article-là, qui, je le répète, ne concerne pas uniquement l'inéligibilité du président Ouattara, mais qui empêche aussi d'autres Ivoiriens de pouvoir se présenter. Alors, certains ont pensé que soulever cette question-là en ce moment réveillerait un certain relent ivoiritaire. Non, nous ne voulons pas du tout rentrer dans ce cadre-là, parce que nous pensons que c'est totalement dépassé, et puis nous savons tous les dangers qu'il peut y avoir à vouloir enfermer des problèmes électoraux dans ces questions identitaires. Surtout juridiques et constitutionnelles. Oui, alors de toute façon, nous, c'est un problème beaucoup plus souverainiste que nous posons. C'est de dire, c'est vrai, que cet article restrictif gêne énormément de personnes, beaucoup d'Ivoiriens. Je suis persuadée qu'il y a des jeunes qui n'ont pas embrassé la carrière politique parce que peut-être sont-ils découragés en se disant, bon, on avait peut-être des ambitions d'arriver jusqu'au bout, et puis cette disposition nous en empêche. Donc nous pensons qu'il est important de pouvoir réouvrir ce débat qui, en fait, n'a jamais été fermé. Et je tiens à vous rappeler que le président Ouattara avait promis de modifier cet article, de l'amender, au moins au début, durant son mandat. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Nous le regrettons beaucoup, alors que cet article, sa révision est contenue dans les accords de l'INAS Marcoussis. Tous les signataires de l'INAS Marcoussis ont reconnu que cet article contenait en lui-même, portait en lui des germes de division. Alors, il fallait à tout prix qu'il soit amendé. Nous regrettons que cela n'ait pas été fait, et nous disons que le problème qui se pose à la Côte d'Ivoire, qui se pose à la classe politique, aux citoyens, c'est de dire cet article vraiment est injuste. Moi, c'est ce que je dis par rapport à mon expérience personnelle, parce que je mets de côté les fonctions de ministre parce qu'elles sont nominatives. Mais je comprends mal qu'un élu, j'ai représenté en son temps la nation ivoirienne, et que malgré ça, on puisse me dire non, tu ne peux pas être candidate. Donc, il faut que ce débat puisse se faire, et je crois qu'il est enclenché. Et qu'on l'évacue. Une fois pour toutes. Et il faut l'évacuer une fois pour toutes. Donc nous en avons fait l'analyse, nous sommes allés très loin dans notre analyse, puisque nous y viendrons, nous parlons vraiment d'un report des élections et de l'instauration d'une transition. Nous parlerons de ce volet-là de votre argument tout à l'heure, à savoir le report possible de la prochaine présidentielle, mais il y a d'autres voix de l'opposition qui se sont élevées pour dire c'est un vrai faux débat. Reparler encore de l'éligibilité ou non du président Ouattara, des voix comme celle de Mamadou Coulibaly. Oui, chacun est libre, bien sûr, d'avancer ses arguments et d'affirmer ses prises de position. Nous pensons que ce n'est pas du tout un faux débat, parce que c'est un problème
qui doit être discuté. C'est un problème qui se pose à toute la classe politique. Et je pense que nous disons qu'il n'y a pas il n'y a rien de tabou à pouvoir dire que le président de la République est touché par l'article 35, il est inéligible. Alors, oui, vous me dites que du fait qu'il a exercé la fonction présidentielle, il est de plein droit éligible. Alors, moi, je ne suis pas une juriste, mais disons que je suis une citoyenne avec un peu de bon sens, et je sais que la Constitution impose ces conditions à tout le monde. Moi, je ne sais pas, mais enfin, le bon sens nous fait savoir que si je prends l'exemple de ce champion olympique Usain Bolt, qui est médaillé de 1000 manières, de 1000 médailles, je pense que lorsqu'il est en train de participer et de compétir, à ce moment-là, il accepte malgré toutes ces victoires, de pouvoir se soumettre aux conditions de discipline de tous les athlètes de sa catégorie. Alors, je ne vois pas pourquoi, dans le cadre de cette élection, dans le cadre de la Constitution, pourquoi y aurait-il une particularité pour le président Alassane Ouattara? Vous savez que le droit, quand les dispositions ne sont pas écrites, on peut en effet peut-être essayer de les interpréter, mais là je crois que les dispositions sont claires, elles s'imposent à tous, et c'est pour ça que moi, en tant que citoyenne, je me lève pour dire je trouve que cet article est injuste, mais en même temps, je me soumets à ces conditions, à ces dispositions, et c'est pourquoi je sais que je ne peux pas être candidate à l'élection présidentielle. Alors, si il faut retoucher à cet article-là, il a fallu repasser passer par un référendum. Oui, est-ce qu'on a le temps de le faire avant la prochaine présidentielle, ce référendum? C'est pour ça que nous formulons quand même ce reproche au chef de l'État pour lui dire, malgré les promesses, vous avez eu 4 ans et demi, vous auriez pu les changer. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Pourquoi attendre maintenant? Maintenant, il est vrai que ça nous paraît très difficile. Et c'est pour ça que l'URD va jusqu'au bout de sa logique en disant il faut que nous envisagions à tout prix un report des élections parce qu'on ne peut pas organiser un référendum qui est une disposition sur laquelle le Conseil constitutionnel a été interrogé et où il s'est prononcé pour dire le référendum est obligatoire pour amender toute disposition qui relève de l'éligibilité du président de la République. Alors, est-ce que, comme le président Gbagbo l'a fait suite aux accords de Pretoria, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il serait utile, pour aller également à la réconciliation, il serait utile de recourir à cet article 48 qui, de façon exceptionnelle, avait permis à Laurent Gbagbo d'autoriser le président Ouattara et le président Bédié à participer uniquement à la dernière présidentielle? Est-ce que vous seriez contente si jamais on devrait également utiliser cet article 48 pour vous permettre également de participer à cette présidentielle? Nous souhaitons qu'on en revienne aux dispositions constitutionnelles parce qu'il faut que nous arrivions à sortir des accords politiques spécifiques qui règlent parfois quelques problèmes, mais qui en laissent également beaucoup en suspens. Et qui parfois même ouvrent la porte à d'autres problèmes. Qui ouvrent également, et vous l'avez dit, à d'autres problèmes. Donc nous voyons mal le président de la République actuellement utiliser cet article 48 pour lui-même. Disons que ça serait moins probant que si ça avait été quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est pour cela que nous n'envisageons pas la possibilité de pouvoir utiliser à nouveau l'article 48 dans le contexte actuel qui est le nôtre. Donc c'est pour cela que nous disons tout simplement cet article 35, c'est une réalité juridique. Nous sommes, le chef de l'État est le garant
de cette Constitution. Respectons nos constitutions, c'est un point extrêmement important. Je sais qu'on nous catalogue facilement, certains de l'opposition, ceux qui ont été, comme on dit dans le camp Gbagbo, d'être les souverainistes, mais je crois qu'il est essentiel que des citoyens puissent s'appuyer sur leur loi fondamentale et qu'on ne puisse pas l'interpréter, parce que nous voyons, l'actualité nous le montre, que les interprétations d'une constitution, lorsqu'elle est faite sous un angle politique, peut amener beaucoup de problèmes. Alors, est-ce que selon vous, vous demandez là qu'on reporte la prochaine présidentielle, donc en clair, toutes les conditions de son organisation ne sont pas réunies, un peu comme pour vous donner peut-être du grain à moudre, la CEI récemment a souhaité que le délai imparti à la révision de la liste électorale soit prolongé. En clair, on n'est pas prêt pour aller à cette présidentielle, selon vous? Oui, l'URD vraiment a procédé à une réflexion profonde. Et nous en sommes venus à faire le constat que toutes les conditions n'étaient pas réunies. En dehors même de l'article 35, il y a tout le dispositif électoral que nous avons évalué et nous trouvons qu'il y a vraiment de gros problèmes qui se posent. Et c'est pour cela que nous estimons qu'il faut prendre le temps de régler un certain nombre de problèmes. Et à ce moment-là, dans notre logique, nous demandons qu'il y ait un report conséquent. Ce n'est certainement pas un report d'1 ou 2 mois, mais que nous fassions vraiment un véritable report qui nous permette aussi bien d'organiser le référendum que de pouvoir améliorer ce qui doit être amélioré au sein de ce processus électoral. Vous m'avez posé la question de la commission électorale. Vous n'êtes pas sans savoir que l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques, à laquelle appartient mon parti, a 2 représentants. Nous avons fait le choix de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide. Nous avons estimé, peut-être avons-nous eu tort, mais nous avons estimé qu'il valait mieux être à l'intérieur pour tenter de peser sur le fonctionnement ou sur la gestion. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'AFD s'enferme dans une position figée. Si les conditions se transformaient et nécessitaient une décision de notre part, je tiens à vous dire que nous n'hésiterions pas un seul instant à envisager, comme nous avons eu à le faire, la suspension de nos mandataires aux travaux de la commission, ou même un retrait définitif. Nous, en tant qu'URD, nous sommes tout à fait disposés à participer à des discussions qui pourraient rendre plus crédible la commission électorale. Parce que nous avons tellement dénoncé, et nous continuons à dénoncer sa composition qui penche en faveur de l'exécutif, de ce déséquilibre dans sa composition, et également le fait qu'elle ne soit pas dépendante. Vous avez parlé de l'enrôlement tout à l'heure, je vous donne un exemple à partir de là. Il y a 1 semaine, les déclarations faites par la CEI étaient qu'il n'y aurait pas de prorogation. Même nous, de l'opposition, nous nous étions un peu étonnés pour dire « mais la loi permet jusqu'à 45 jours. Pourquoi s'en tenir à 30 jours alors que nous constatons que vraiment il n'y a aucun engouement ?» La CEI, très ferme, a dit « il n'est pas question parce que cela aurait un impact sur la date, le calendrier électoral qui est déterminé par la Constitution. » Bon, très bien. Nous voyons aujourd'hui que la CEI... Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition a fait vraiment savoir que ça n'était pas possible de pouvoir arrêter maintenant. Il y a eu un décret qui a été pris par le chef de l'État, par le président de la République, pour proroger. Donc, ce que nous dénonçons aussi, vous voyez, c'est cette dépendance qui fait que toute décision de la CEI doit être entérinée, ou peut-être même parfois précédée,
par l'exécutif. En clair, elle n'est pas indépendante, cette commission. Elle n'est pas indépendante. Mais vous y participez. Nous y participons pour les raisons que je viens de vous expliquer. Puis vous dites que ce n'est peut-être pas les meilleures raisons, mais ça n'empêche que nous sommes prêts à dire oui, il faut qu'elle soit recomposée, oui, il faut qu'elle soit à nouveau, que toute sa nature soit repensée. Alors, bien sûr, vous avez des fois certaines personnes qui voudraient s'appuyer sur des exemples extérieurs, notamment la Commission du Ghana. Bon, c'est une excellente chose, mais nous pensons que chacun a son parcours historique. Et nous avons un parcours spécifique qui fait que les partis politiques se sont toujours impliqués dans la commission électorale. Peut-être qu'il faudra en tenir compte. Mais il faut qu'il y ait un débat et un large consensus sur la composition de la CEI. Très bien. Alors, avant de passer à la deuxième partie de ce rendez-vous, nous avons recueilli quelques questions d'Ivoiriens dans la rue. Voilà, je vous fais écouter. Peut-être que vous leur apporteriez quelques réponses. On écoute et puis on reprend le cours normal de cet entretien. Est-ce qu'elle est prête réellement pour suivre ce combat qu'elle a commencé là? Voilà la question que je vais poser. Est-ce qu'elle est candidate aux élections présidentielles? Quelles sont ses ambitions politiques? Parce qu'en réalité, quand on veut faire la politique, c'est qu'on se soucie de la population ou même de son pays. Mais faire du suivisme politique, c'est un peu dangereux. Voilà. Et donc, si elle dit qu'elle fait vraiment la politique, et qu'elles sont engagées, quelles sont ses ambitions vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Madame Danielle Boni-Clavry, quelles sont vos ambitions finalement? Bien, je crois que je les ai exprimées à travers mon parti, qui était de pouvoir me présenter à la présidentielle. Mais je dois dire que c'est peut-être pas ça, ma première ambition. Ça va faire plus de 30 ans que je fais de la politique et disons que j'ai toujours voulu m'impliquer dans les affaires de mon pays. Et d'autant plus aujourd'hui que je suis persuadée qu'il faut que nous arrivions à reconquérir le pouvoir pour mettre en place une nouvelle gouvernance. C'est mon moteur, c'est cette volonté de pouvoir participer à un certain nombre de changements. Tout à l'heure, nous avons évoqué la réconciliation. Nous estimons que cette réconciliation n'est pas faite. J'ai même dit au nom de l'URD que nous aurions aimé que ce soit presque déterminé comme une priorité nationale, comme une cause nationale, et parce que c'est elle qui sous-tend toutes les actions qui peuvent être menées et qui pourraient nous entraîner vers des élections apaisées. Et c'est pour ça que nous demandons un certain nombre d'évolutions, que ce soit dans le processus, que ce soit dans l'article 35, que sur le plan politique, pour que nous puissions garantir à nos compatriotes des élections qui soient justes, qui soient équitables, mais qui soient également apaisées. Parce que je crois que les Ivoiriens veulent à tout prix éviter ce qui a pu se passer en 2011. C'est un souvenir traumatique avec lequel nos populations vivent. Et je pense qu'il faut maintenant essayer d'aller au-delà en prenant un certain nombre de mesures. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'URD est à l'abri des secousses qu'ont connues d'autres partis politiques, comme le FPI, même le PIT? Est-ce que vous pensez que l'URD est aujourd'hui à l'abri de tout ça? Oui, ça je peux l'affirmer, parce que nous l'avons déjà connu, malheureusement. C'est un peu triste de dire ça, parce qu'on dirait que tous les partis vraiment sont obligés de passer par ce machin, de ce chemin de la division. Et nous sommes vraiment très très tristes de voir ce qui s'est passé au MFA, ce qui tente de se passer au PIT et bien sûr ce qui se passe au FPI.
Comprenez que je sois un petit peu gênée de parler de cette division du FPI parce qu'elle nous accable. Nous accable. Puis quelque part, elle fragilise l'alliance. Je ne dirais pas qu'elle la fragilise, mais elle l'affaiblit. Ça, c'est une réalité. Et quand je dis que je ne suis vraiment pas à l'aise de parler de cette division, ne croyez pas que c'est parce que le président Afi est le président de l'AFD que cela voudrait dire que tous les partis ont donc pris position et soutiennent un camp par rapport à l'autre. Non, nous sommes tellement convaincus de la nécessité de pouvoir s'unir afin d'être fort. Le FPI, dans sa division, ne peut pas être fort. Et il fait le jeu, ce qui est tout à fait normal, il fait le jeu du pouvoir. Donc nous essayons, nous, autant que faire se peut, à notre mesure, de pouvoir tenter des rapprochements. C'est difficile, parce que les divisions sont profondes, elles s'élargissent de plus en plus. Et je crois que ce qui me fait le plus de mal et qui me rend très triste, c'est de constater qu'il y a maintenant de la haine entre des frères qui deviennent des frères ennemis. Donc vraiment, c'est un appel du cœur que je lance à tous ceux qui sont nos alliés, parce que nous considérons que le FPI dans son ensemble est notre allié, et nous leur recommandons de pouvoir aller au-delà de leurs problèmes, de transcender au nom de la Côte d'Ivoire, qu'ils transcendent leurs problèmes, surtout qui sont des problèmes de personnes. Pensez-vous qu'aujourd'hui, une entente est possible entre la coalition nationale pour le changement et l'alliance des forces démocratiques? Moi, j'aurais envie de vous dire que l'entente, elle existe déjà. Pourquoi? Parce que nous retrouvons... Quand bien même vous ne partagez pas la même approche. Nous ne partageons peut-être pas la même approche, mais nous défendons les mêmes dossiers. Et d'abord, je vous rappelle qu'un certain nombre des partis qui constituent les deux plateformes se retrouvent au sein du cadre d'échange permanent dans le dialogue politique. Et quand je dis que nous défendons les mêmes dossiers, que ce soit les partis de la coalition, de la CNC, que ce soit nos propres partis, nous allons dénoncer les arrestations arbitraires, nous allons réclamer la libération de tous les détenus politiques, nous dénonçons également tous ces prisonniers qui sont dans les geôles ivoiriennes et qui sont sans inculpation, sans jugement et qui sont désespérés parce qu'ils n'ont aucune perspective. Et puis moi je crois quand même que nous avons aussi en commun le fait que nous voulons avoir un processus électoral qui soit solide et qui puisse vraiment nous garantir ces élections que nous réclamons justes et crédibles. Et puis, notre objectif aussi commun, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, reconquérir le pouvoir. Nous avons non pas un ennemi, mais nous avons un adversaire commun. Alors, bon, moi je vois beaucoup plus ce qui nous rapproche que ce qui nous divise. Peut-être que nous n'avons pas la même expression, mais moi je voudrais profiter de votre antenne pour féliciter la CNC, parce qu'elle est en train de faire quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'elle est en train de libérer les Ivoiriens de la peur. Nous dénonçons l'absence de liberté publique, le fait que l'opposition ne peut pas organiser les meetings sans avoir la peur au ventre, parce qu'elle a peur de représailles. Depuis qu'il y a eu le meeting de Yopougon, celui à la place Inch'Allah, alors qu'il n'y a pas de logistique. Les militants qui se sont déplacés n'ont pas bénéficié de logistique, il n'y a pas une armada de puces, ils sont venus de par leur propre volonté, de par leurs propres moyens. Moi, je dis, il se passe quelque chose. Les Ivoiriens se libèrent de cette chape de peur et maintenant, je crois qu'ils vont venir au rassemblement de plus en plus libérés dans la tête et ça, c'est un bon point et nous les en félicitons. Et pourquoi l'AFD n'a-t-elle pas pris cette initiative-là? Ben, écoutez, nous, ça fait 1 an que nous existons. Bon, nous sommes en train de préparer un séminaire. La CNC a 1 mois. Bon, disons que, bon, elle a plus de fougue. Non, elle a son propre programme. Mais moi, je suis persuadée et je pense que nous allons rentrer en discussion
pour pouvoir mener ensemble des actions communes. Parce que qu'est-ce qui nous différencie, si ce n'est peut-être que des points de détail qui différencient de toute façon les partis politiques, puisque quand même, au sein de ces plateformes, je rappelle que chaque parti garde sa propre autonomie. Toute dernière question, Madame la Présidente. Si votre appel n'est pas entendu par le pouvoir, à savoir faire reculer, faire reporter la présidentielle, est-ce que vous vous dites ça risque de mal se passer? Bien sûr, c'est une crainte. Et c'est pour cela que nous sommes allés jusqu'à faire ces propositions. Parce que nous sommes terrorisés à l'idée que nous pourrions, que les mêmes causes provoquant les mêmes effets, nous puissions nous retrouver avec des élections mal ficelées et qui ne satisferaient pas toutes les conditions de sécurité, parce que nous n'avons pas parlé des problèmes de sécurité qui sont quand même extrêmement importants. Nous avons les menaces djihadistes maintenant que nous ne pouvons plus ignorer. Nous avons 18 000 ex-combattants malgré les satisfecit de la DDR. Nous avons 18 000 combattants qui ne sont pas désarmés et qui peuvent être également des possibilités de recrutement en sardine. Donc comprenez que oui, nous sommes soucieux, nous sommes inquiets. C'est pour ça que nous faisons entendre notre voix pour participer, si vous voulez, à cette paix durable que tout le monde recherche, mais peut-être pas de la même manière. Madame Danielle Boni-Clavry, merci d'être passée par chez nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.